Bonjour. Après le cours sur les diagrammes de phase, nous abordons dans ce cours online un dernier sujet, celui des transformations de phase. Transformation de phase signifie qu'on passe d'une phase à une autre, comme nous le verrons, et on verra que la nature choisit des mécanismes très particuliers pour cette opération de transformation de phase. Le cours est structuré de la manière suivante. Il a tout d'abord une introduction, puis nous parlerons d'énergie de surface. On verra qu'elle joue un rôle très important dans les transformations de phase. Ceci nous permettra ensuite de décrire globalement la germination et croissance d'une phase dans une autre. Et avec ces notions, nous aborderons les transformations des métaux, puis des céramiques, puis des polymères. La question que l'on se pose dans ce cours est par exemple la suivante. Si je prends un alliage qui contient de l'aluminium avec un peu de cuivre, comme nous l'avons vu la dernière fois, voici son diagramme de phase, où sur l'axe vertical, vous avez la température, et sur l'axe horizontal, la composition en cuivre. Nous avons vu qu'il y avait des zones monophasées, comme par exemple ici le liquide, ou bien la phase aluminium entre parenthèses, c'est-à-dire la phase cubique face centrée de l'aluminium avec peut-être un petit peu de cuivre dedans, et puis des zones biphasées où il y a toujours cet aluminium et éventuellement une nouvelle phase, Al2Cu, qui coexiste avec la phase aluminium. Et la question est de se dire, oui, mais alors, que se passe-t-il si par exemple je pars d'un état initial qui est ici, à cette température, et que je descends dans ce domaine ici, biphasé, je dois faire apparaître une nouvelle phase, qui est cette phase Al2Cu. La réponse à cette question est un peu analogue à ce qui se passe lorsqu'un front qui est froid va recevoir de l'air qui est chargé d'humidité. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur ce diagramme, nous avons reporté la pression partielle d'eau sur l'axe vertical, qui correspond finalement à une espèce de composition. Vous voyez que c'est un diagramme de phase qui est un tout petit peu particulier, on a presque changé les axes. Donc la pression partielle d'eau, ça veut dire si par exemple j'ai 10 puissance 4 pression partielle en pascal d'eau dans la pression atmosphérique de 10 puissance 5, ça veut dire que j'ai simplement 10% d'eau et 90% d'air. Donc si nous prenons de l'air qui est relativement chaud, qui a une certaine teneur en humidité mesurée par sa pression partielle, et puis que tout d'un coup cet air rencontre un front froid, que vous le refroidissez, vous passez d'une phase vapeur, c'est-à-dire où l'eau se trouve sous forme de vapeur en solution gazeuse dans de l'air, à quelque chose où il doit y avoir de l'eau qui se forme. Et évidemment, la réponse, vous la connaissez, c'est qu'il va y avoir une précipitation, c'est-à-dire des précipitations que l'on entend à la météo, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau qui va se former dans la phase gazeuse, ou de la glace à haute altitude. Et puis si cette eau tombe, eh bien évidemment, ça nous fournit en eau potable ce dont on a urgemment besoin. Donc pour les matériaux, la situation est un petit peu analogue. Ici, j'ai pris un alliage légèrement différent, qui est de l'aluminium et du manganèse, parce que j'avais une photo qui correspondait à cela, photo qui m'était gracieusement fournie par l'école des mines de Nancy. Si vous prenez, de nouveau, vous reconnaissez la phase liquide, la phase aluminium, et cette fois, si vous rentrez dans ce domaine biphasé, vous devriez former de l'Al6Mn, c'est un intermétallique, on avait vu ce que c'était. Eh bien, vous voyez qu'en fait, sur cette micrographie, vous avez de l'aluminium avec un tout petit peu de manganèse dissous là-dedans, et puis vous avez des précipités qui sont là, qui ont des formes des fois vues sous un certain angle, ça paraît comme des aiguilles, mais en fait c'est plutôt des plaquettes. Et remarquez l'échelle, 200 nanomètres. On est donc à une échelle extrêmement fine de dispersion de précipités dans une matrice d'aluminium. Et c'est ce qui donnera les propriétés uniques de l'aluminium qu'on a vues lorsqu'on a parlé de plasticité, si vous vous souvenez. Donc lorsque l'on passe d'un domaine, par exemple, monophasé à un domaine biphasé, on sait qu'il doit y avoir une nouvelle phase qui apparaît, mais cette nouvelle phase ne va en principe pas se former à la température d'équilibre. Et pour visualiser ceci, allons d'abord dans la salle d'expérience pour voir un exemple avec de l'acétate de sodium. L'acétate de sodium, qui se trouve dans cette petite bouteille à 20 degrés, est en fait
30 degrés en dessous de sa température de fusion, elle est en surfusion, et lorsqu'on le verse dans ce petit cristallisateur ici, qui a simplement un thermocouple, eh bien on voit qu'il se solidifie tout en montant la température. C'est un peu surprenant, mais il va essayer de rejoindre sa température de fusion normale. Donc on voit qu'il était hors équilibre avant. On va essayer d'expliquer sous forme de graphique ce qui s'est passé dans la salle d'expérience avec de l'acétate de sodium. Vous avez ici l'énergie, mais en fait plus précisément c'est ce qu'on appelle l'enthalpie, si vous avez fait un cours de thermodynamique, mais enfin c'est ce que vous mesurez en faisant de la calorimétrie par exemple. Et j'ai supposé ici que j'avais un corps pur, dont la température de fusion est représentée ici par la valeur TF sur un axe horizontal où ici nous avons la température. Et sur l'axe vertical, j'ai l'enthalpie. Alors vous le savez, j'espère, c'est que lorsqu'on est plus petit que la température de fusion, on est en principe solide. Et lorsque l'on chauffe le matériau, c'est-à-dire qu'on augmente la température, l'enthalpie du corps, son énergie, augmente avec une pente qui est donnée par la chaleur spécifique à pression constante, parce qu'on fait la plupart de ces manips à pression constante, du solide. De la même manière, si vous chauffez du liquide, par exemple de l'eau, dans votre bouilloire, eh bien, vous avez la chaleur spécifique Cp du liquide qui vaut 1 calorie par gramme et par degré. Et puis lorsqu'on arrive, toujours pour l'eau, à 0 degré Celsius, si c'était de l'eau pure, eh bien, vous avez ici une transition de phase dans le sens monter, de fondre de la glace pour faire de l'eau, ou dans le sens inverse pour refroidir, pas refroidir, transformer du liquide en glace. C'est ce qu'on appelle une transformation de phase. On passe du liquide au solide ou du solide au liquide. Et en fait, ce que l'on a vu dans la salle d'expérience pourrait être résumé ainsi. Donc, si l'acétate de sodium avait solidifié à l'équilibre, eh bien, en fait, voici ce qu'aurait été son chemin de solidification. Dans la réalité, l'acétate de sodium, en particulier, est un composé qui a de la peine à former le premier solide, il a de la peine à cristalliser, et donc, quand on l'a refondu avant de venir en classe, dans la salle d'expérience, eh bien, il était liquide, mais sa température de fusion, elle est de l'ordre d'une 50aine de degrés. Or, dans la salle d'expérience, vous l'avez vu par le thermocouple, on avait une 20aine de degrés. Donc il était en fait dans un état surfondu et il n'avait pas pu cristalliser. Et en fait, lorsqu'on l'a versé dans le cristallisoire, voilà ce qui s'est passé. Il y avait ou le thermocouple ou des petites impuretés dans le récipient en verre qui ont fait qu'on a pu aider à la formation du premier solide, ce qui a libéré de la chaleur latente, donc on a solidifié tout en réchauffant parce qu'on était en dessous de la température d'équilibre TF. Pour résumer ceci, on peut dire que pour former une nouvelle phase, il faut bien commencer par quelque chose, et donc il faut commencer par un germe. Or, ce germe a en général une petite dimension, forcément, il faut bien commencer par quelques atomes qui vont être dans la nouvelle phase, par exemple de la glace. Or, comme ce dernier est très petit, eh bien en fait, sa surface devient très importante par rapport à son volume. Et il y a un terme que l'on a introduit qui est ce qu'on appelle l'énergie de la surface. On va considérer l'interface entre un matériau solide et un matériau liquide qui pour vous apparaît comme quelque chose de relativement lisse, par exemple pour de la glace et de l'eau. Eh bien, si on regardait à une échelle un peu plus détaillée pour un matériau pur, voici ce que l'on verrait. En fait, en agrandissant à l'échelle des atomes, eh bien, dans une partie, vous avez ici une phase ordonnée, et ici, le liquide, une phase désordonnée. Je ne vais pas tout réécrire. Et en fait, vous voyez que cette interface n'est pas absolument lisse, notamment pour les métaux, c'est le cas. On dit que c'est une interface un peu diffuse. Et en fait, les atomes qui se situent dans cette épaisseur de l'interface, eh bien, voici comment ce qui se comporte. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis à l'équilibre au 0 degré pour de la glace, eh bien, on sait que pour un corps pur, on l'avait vu en thermodynamique, c'est que l'énergie
libre, dans ce cas-là, du solide qui est représenté par cette grandeur, doit être égal à l'énergie libre, molaire, par atome ou par mole, des atomes dans la phase liquide. En fait, les atomes qui sont à l'interface, c'est-à-dire dans cette bande qui est ici, ne sont pas très satisfaits parce que d'un côté, ils ont des atomes qui sont ordonnés, de l'autre côté, ils sont désordonnés. Et donc, ils ont ce qu'on appelle un excès d'énergie libre, delta Gm, c'est donc des joules par mole, ou par atome, si vous le voulez. Et si maintenant j'intègre cette surface grisée, et que je divise par le volume molaire, qui est donc des mètres cubes par mole, en intégrant à travers l'épaisseur de l'interface, ici j'avais des joules par mole, ici des mètres cubes par mole, et si j'intègre sur des x, eh bien j'aurai des joules par mètre carré. C'est combien il y a de joules au mètre carré. Est-ce que c'est important ou pas? On peut donner des ordres de grandeur. Typiquement pour l'interface entre un liquide et de l'air, c'est de l'ordre du joule par mètre carré. Par contre, entre un solide et un liquide, c'est plutôt un dixième de cette valeur, de l'ordre de 0,1, 0,2 joules par mètre carré. Pour chaque surface d'un mètre carré, vous avez un petit excès d'énergie. Et cet excès d'énergie joue un rôle important, comme on va le voir. Dans des situations simple, par exemple l'interface entre un liquide et un gaz, on peut égaler cette énergie de surface à ce que l'on appelle une tension de surface. Mais dans de nombreux ouvrages, il y aura cette erreur qui est faite. Donc si je prends la surface d'un ballon gonflé, par exemple tel que celui-ci, la tension de surface va s'exprimer en fait par, si je dessine une ligne telle qu'indiquée ici, la ligne rouge, eh bien de part et d'autre, si je faisais sans dégonfler le ballon, une fente, eh bien vous savez très bien ce qui va se passer, ça tirera les lèvres. Donc en fait, il y a de part et d'autre de la ligne une tension ici, qui s'exerce sur la ligne rouge, mais elle s'exerce dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que si je coupais sur l'autre dimension rouge, eh bien, et j'ai toujours une force, elle se répartit. C'est ce qu'on appelle un tenseur. Eh bien, pour un ballon, ça sera grosso modo le module élastique fois l'épaisseur de l'élastomère qui reste, fois la déformation, ça donnera un ordre de grandeur de cette tension de surface qui s'exerce dans la membrane. Alors, la membrane, pour vous, elle apparaît comme très mince, mais exactement comme pour l'interface entre un solide et un liquide, c'est aussi quelque chose de très très mince, mais donc il y a une énergie que l'on peut aussi assimiler dans certaines situations à une tension de surface. Or, vous concevez bien que si vous prenez une membrane de tambour qui est tendue, il y a aussi une tension de surface, mais si la membrane est plane, eh bien, la pression d'un côté et de l'autre de la membrane est la même, alors que si l'interface est courbée, eh bien, il y a une pression à l'intérieur qui est plus élevée qu'à l'extérieur. Et c'est représenté sur ce petit dessin. C'est-à-dire que si ici vous avez par exemple un solide, pour revenir à notre situation, et puis ici c'est un liquide, eh bien, par analogie avec le ballon que vous avez sur la gauche, eh bien, il va y avoir une pression à l'intérieur du solide qui est plus grande que la pression dans le liquide, P extérieur, à cause de la tension de surface entre le solide et le liquide qu'on a noté gamma SL. Et on peut montrer assez facilement, en faisant un bilan de force, que cet excès de pression, delta P, est donné par 2 gamma SL, la tension de surface, qui est donc des newtons par mètre, divisé par des mètres, on obtient bien des newtons par mètre carré, c'est-à-dire des pascals. Est-ce que c'est important ou pas? Prenez une petite particule qui fait quelques mètres, ça va être absolument pas important, parce que vous aurez, à ce moment-là, j'avais dit que c'était de l'ordre du joule par mètre carré, ça fera donc pour 1 mètre 2 pascal. Si par contre je prends un nanomètre, ça fera 2 gigapascal. Donc ça peut être des grandeurs très importantes pour des très petites particules. La tension de surface entre un liquide et un gaz peut de plus ne pas être uniforme, ou bien par la température, ou bien par des éléments qu'on appelle tensioactifs, comme du savon. Allons voir en salle d'expérience ce qui peut se passer. Alors, comme on vient de voir avec l'exemple de l'acétate de sodium, l'énergie de surface est un paramètre important.
Mais au fond, est-ce que c'est la même chose que quand on parle de tension de surface, ce qui permet par exemple aux moustiques de tenir à la surface de l'eau? Alors, pas vraiment. Malgré que beaucoup de livres ou de documents fassent la confusion entre énergie de surface et tension de surface, l'énergie de surface, c'est une grandeur qu'on appelle un scalaire, c'est-à-dire que c'est une quantité d'énergie qu'a la surface par unité de surface. Par exemple, pour l'eau, c'est environ 1 joule par mètre carré avec l'air. Alors que la tension de surface, comme son nom l'indique, c'est des forces qui s'exercent dans la surface elle-même. Et donc, ça a des unités de newton par unité de longueur d'une petite fente que je ferai à la surface. Et donc, bien sûr, on voit que ce n'est pas tout à fait la même notion. Mais il se trouve que pour les corps qui sont isotropes, des interfaces par exemple entre un liquide et un gaz, eh bien, on peut un peu associer ces deux grandeurs. Si c'est 1 joule par mètre carré, ça sera à peu près 1 newton par mètre. Mais dans les matériaux, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a de l'anisotropie et donc ça sera des notions qui sont différentes. D'accord. Donc, pour illustrer maintenant donc, la notion de tension de surface, cette fois, on va faire une expérience assez simple. Donc, on a ici un bac, un récipient qui a été rempli simplement avec de l'eau. Je vais y saupoudrer du poivre. Donc, le poivre, comme il est un peu hydrophobe, il va rester à la surface justement grâce à cette tension de surface. Donc là, notre surface est à l'équilibre et on voit donc notre poivre qui reste bien au-dessus. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire là? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une goutte de savon à la surface de l'eau. Donc le savon, c'est ce qu'on appelle un tensioactif, c'est-à-dire qui va diminuer la tension de surface. Et voyons ce qui se passe. Et voilà, on voit que ça tirait le liquide vers Ça fait l'extérieur. partir, voilà. C'est ce qu'on appelle un effet Marangoni, qui a lieu dans beaucoup de phénomènes, par exemple dans les verres de vin aussi, ça tire des larmes, c'est aussi un effet du même ordre de grandeur qu'on ne va pas détailler ici. Je crois qu'on a assez joué, on va retourner à nos transformations de phase. Revenons de la salle d'expérience, on va supposer que la tension de surface, on va l'assimiler à l'énergie de surface, qui est une erreur dans pas mal de situations, et puis on va voir que si ça crée une pression plus grande à l'intérieur du solide, de la phase qui est dans l'autre, eh bien, ça va aussi changer les propriétés thermodynamiques, ou en tout cas l'équilibre thermodynamique, de la même manière que ça a changé l'équilibre mécanique, puisque la pression à l'intérieur n'était pas égale à la pression extérieure. Ici, j'ai reporté sur ce graphique des mesures faites par le docteur Philippe Buffat, qui a dirigé le centre de microscopie électronique de l'EPFL pendant de nombreuses années, qui avait fait pendant sa thèse des mesures du point de fusion de petites particules d'or. Vous avez ici la température TF de l'or massif, qui est autour de 1300 degrés Kelvin. Et ici, le diamètre de ces particules, donc elles sont toutes petites. Voilà, voici leur diamètre. Ici, 200 angstroms, donc 20 nanomètres. Eh bien, par des mesures de diffraction, le docteur Buffat a montré que l'ensemble des points de mesure est ici indiqué par tous ces petits points. Eh bien, on peut les ajuster par une courbe qui va varier grosso modo en quelque chose qui est 1 sur R, une hyperbole inversée, parce qu'évidemment ça décroît le point de fusion, et c'est lié à, de nouveau, l'énergie interfaciale. Et on peut voir que des petites particules qui auraient un rayon d'environ 20 angstroms, c'est-à-dire un diamètre d'environ 40 angstroms, elles ont un point de fusion qui serait 250 degrés en dessous de l'or massif que vous allez fondre. Donc évidemment, si vous partez du liquide et vous essayez de faire un premier solide, puis qu'il est petit, eh bien, ce solide ne va pas se former pour l'or à 1300 et quelques Kelvin, mais si vous commencez par une particule qui ferait quelques nanomètres, elle va commencer 2, 3, 400 degrés plus bas que la température de fusion du matériau massif. On peut montrer, pour l'équilibre entre un solide et un liquide, qu'effectivement, cet écart de température, cette surfusion par rapport à la température d'équilibre TF, donc TF moins T, elle est donnée par la variation de pression qu'on avait vue tout à l'heure, de gamma SL sur R, et puis on multiplie tout ceci par la température de fusion en degrés Kelvin,
et on divise ici par chaleur latente volumétrique, c'est-à-dire ρ est la densité, c'est des kilogrammes par mètre cube, et puis la chaleur latente de fusion LF, c'est des joules par kilogramme. Donc le produit ρLF, c'est des joules par mètre cube. Alors tout ceci, on a tendance à le grouper sous un seul terme. Ici, je vais le noter comme ceci, voilà. 2 grand gamma SL sur R, et grand gamma SL, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Gibbs-Thomson, qui vaut environ 10-7 degrés mètres. Hein, dimensionnellement, il faut que ça ajoute 10-7 degrés mètres pour la plupart des corps, cet ordre de grandeur. Donc, à nouveau, si vous prenez une particule de l'ordre de 1 micron, 10-6 mètres, ça vous fera un écart du point de fusion de seulement 0,1 degré, mais ceci dit, ça peut être quand même très important dans les matériaux, si ces particules de l'ordre du micron sont proches les unes des autres. Et puis, si vous prenez une particule du nanomètre, 10-9, ça peut faire un écart d'une centaine de degrés par rapport au point de fusion pour la transformation liquide-solide. Pour résumer, afin de créer un tout petit germe de rayon R d'une nouvelle phase, vous ne pouvez pas commencer à la température d'équilibre parce que, pour commencer, il faut prendre quelque chose de petit. Ce quelque chose de petit a une énergie de surface, et cette énergie de surface fait que ça diminue le point de fusion, donc il faut descendre en dessous pour pouvoir commencer à la former. C'est le principe de la surfusion que l'on a vu en salle d'expérience avec l'acétate de sodium. Donc de la surfusion pour les transformations liquides-solides, et puis quand on fait des transformations à l'état solide, on parle plutôt de sursaturation. Il y a plein de termes de ce type-là. À noter que pour la plupart des corps, ce mécanisme va se faire, enfin, pour la plupart des transformations de phase dans l'industrie, ces écarts sont importants, mais ils vont rester dans une gamme extrêmement faible quand même. La question qu'on peut se poser, c'est oui, mais il y a combien de germes qui se forment par unité de volume et par unité de temps lorsque je suis à telle et telle surfusion? Alors là, on rentre dans une théorie qui est la théorie de la germination et qui est assez compliquée, qu'on ne va pas détailler ici. On va juste voir le résultat de cette théorie. C'est effectivement une relation compliquée qui vous dit que le taux de germination I, donc le nombre de germes produits par unité de volume par unité de temps, c'est ce qu'on appelle un taux de germination, qui est ici, I. C'est donc un nombre de germes formés par unité de volume du corps et par seconde. Il est donné par un facteur pré-exponentiel I0 qui est très important, qui vaut de l'ordre de 10 puissance 42 à peu près, nombre de germes par mètre cube et par seconde, mais avec un facteur dans une exponentielle qui, lui, bien sûr, est très petit. Vous avez le nombre pi, vous retrouvez votre énergie de surface ici, gamma SL, votre chaleur latente de fusion, ρLF, par unité de volume, la constante de Boltzmann, ici, et puis, vous voyez que ça va dépendre de manière très importante de l'énergie de surface, puisqu'il y a la puissance 3, et ça dépend aussi fortement de la température, puisque la température agit ici. Plus c'est chaud, plus ce terme sera petit, mais en même temps, il faut avoir une surfusion, donc TF moins T, qui apparaît sous le delta T. Alors, si vous mettez une telle expression dans Excel et que vous tracez la courbe, voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez ce genre de courbe. Alors, c'est un diagramme un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que j'ai mis le 0 degré absolu ici, où les atomes ne vibrent plus, ils sont complètement immobiles, ils n'ont plus de mobilité. Et puis ici, la température de fusion. Donc si je normalise maintenant la surfusion qui est T moins TF et que je la normalise par TF, eh bien lorsque vous êtes à TF, delta T vaudra 0, on est là. Et lorsque vous êtes au 0 absolu, eh bien vous aurez 0 moins TF, et puis je m'excuse, j'ai une faute de signe, en valeur absolue, ça fera 1. Ça fera TF moins T. On a dit que c'était l'écart de la température de fusion.
Alors, si vous mettez maintenant donc, ce delta t qui apparaît là, ce t qui apparaît là, et puis vous tracez cette courbe, voilà cette courbe que vous obtenez avec ici l'axe horizontal, c'est justement ce taux de germination, nombre de germes qui se produisent par mètre cube et par seconde. Et vous voyez que ça varie de 10 puissance moins 50 à 10 puissance plus 50 à mon échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple que le nombre de particules totales dans l'univers, protons, neutrons, électrons, dans toutes les galaxies, dans toutes les astres, dans toutes les planètes, c'est de l'ordre de 10 puissance 80. Donc là, on a un facteur encore 10 puissance 20 fois plus grand sur l'échelle. Ça, pour l'être humain, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais regardons quand même quelques chiffres. Vous voyez que si je me trouve à cette surfusion normalisée, eh bien vous formeriez un germe dans 1 km3 de matière tous les 3000 ans. Autant dire qu'on ne va pas voir grand-chose. Si par contre vous augmentez un petit peu la surfusion, vous la doublez, vous voyez, c'est à peu près le double, hein, si je regarde, c'est à peu près le double, vous ne faites que doubler la surfusion, et bien là, vous obtenez 100 000 germes qui se forment dans 1 mm3 toutes les microsecondes. Donc vous voyez, c'est une théorie assez explosive. Et en fait, cette courbe-là vient du fait que, d'une part, vous avez ici, le taux de germination va très fortement augmenter parce que on augmente la surfusion. On a vu qu'elle apparaissait avec le carré dans l'exponentielle. Et puis quand on arrive ici à froid, eh bien, il n'y a plus beaucoup de diffusion, c'est-à-dire que les atomes n'ont même plus la possibilité de bouger, t tend vers 0, et donc vous aurez exponentielle de moins l'infini. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ça, c'est une théorie qu'on appelle germination homogène, c'est-à-dire que vous prenez un corps parfaitement pur, qui aurait un contact, qui n'aurait pas de contact avec un récipient, ou bien qui serait dans un matériau en contact avec une surface qui ne va pas induire la germination. Eh bien, dans la plupart des situations pratiques, en général, il y a souvent des petites impuretés, il y a des petites crevasses dans le moule, dans le verre, qui vont favoriser la germination, et on parlera à ce moment-là de germination hétérogène. Il n'y aura pas besoin de descendre autant en température pour démarrer les premiers germes. Une fois qu'un germe est apparu, par exemple dans le liquide, une phase solide dans la phase liquide, eh bien, il va croître, et sa croissance va dépendre, elle aussi, de l'écart par rapport à l'équilibre, parce qu'il faut une certaine force motrice pour que la transformation se fasse. Reprenons cette croissance, et pour bien la visualiser, je l'ai tournée de 90 degrés, donc le gradient thermique est vertical, c'est-à-dire que la zone chaude et le liquide sont ici. Ici, j'ai le liquide, et là, j'ai la phase solide. Et ces arbres, ces dendrites qui croissent, vous les avez vus tout à l'heure, en fait, on a une zone chaude et une zone froide, et on tire le tout vers la zone froide, ce qui fait que dans le référentiel de l'observateur, là, vous voyez ces dendrites qui avancent. Eh bien, si je me repère par rapport au diagramme de phase du succinonitrile acétone, et ici il est schématique, vous avez la température sur l'axe vertical, qui est ici, vous avez la concentration ou la composition en acétone du liquide ou du solide. Vous retrouvez de nouveau le diagramme standard où il y a le liquidus et le solidus. Donc ici, vous auriez du liquide. Là, vous avez du succinonitrile solide, qui est une structure cubique. Et puis ça, c'est la composition nominale de l'alliage. Donc, normalement, là, le solide devrait commencer à se former au liquidus de l'alliage, qui a été représenté ici en avant des pointes de dendrites. Or, vous voyez que ces pointes, elles sont un petit peu en dessous, et la raison est qu'effectivement, si je regarde les pointes, voici leur composition dans le liquide. Le premier solide à se former, il est là. Et puis, si elles vont rejeter l'acétone latéralement, un peu comme un chasse-neige qui rejetterait la neige au devant d'un triangle, et donc le liquide qui est ici va progressivement s'enrichir en acétone, et donc, à un endroit, par exemple schématiquement ici, le liquide a maintenant cette composition, et le solide a celle-ci. Donc, tout l'intervalle de solidification de l'alliage, qui est ici, on ne voit pas la fin, il va se retrouver dans ce que vous voyez dans le film ou dans la micrographie,
qui est ici. Cette croissance dendritique, c'est quelque chose que vous connaissez, puisque chaque hiver, vous envoyez un grand nombre, en principe, qui se forment. Ce sont des cristaux de neige. Ils vont se former avec des bras également. C'est de la croissance plutôt ce qu'on appelle équiaxe. Ça part d'un germe et ça part dans 6 directions, qui est la direction hexagonale de la glace, dans le plan basal de la glace. Et puis, ces cristaux vont se former parce qu'en fait, on n'est pas dans un corps pur, même si la glace est un élément pur. Vous êtes parti d'une phase mère qui est de l'air avec de l'humidité. Et donc, le système est tout à fait similaire à ce que l'on a dans notre cas de succinylnitrilacétone. Nous avons vu ce qui se passe pour la croissance d'une seule phase, mais qu'est-ce qu'il y a, que se passe-t-il lorsque, par exemple, nous avons une composition eutectique, tout d'un coup, à partir d'un liquide, on sait que l'eutectique, c'est 2 phases, il y a 2 phases qui devraient apparaître. Eh bien, regardons ce petit film, fait il n'y a pas seulement de temps par Jackson et Hunt, lorsqu'ils étaient à Bell Telephone Lab. Et ici, vous avez la croissance d'un eutectique formé d'un composé assez compliqué qui est fait de 2 substances mélangées dans le liquide, qui est du tétrabromure de carbone et de l'hexachlorure de carbone. Et lorsque on solidifie, regardons ce qui se passe. Regardons à nouveau comment cette croissance eutectique, dite croissance couplée, se passe. J'ai retourné à nouveau la diapositive pour l'expliquer plus facilement, de 90 degrés. Donc le liquide est ici en haut. Et les 2 phases, vous pouvez les distinguer ici par 2 niveaux de gris. La phase, mettons, je vais l'appeler alpha, est ici. Je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs. Et la phase bêta est, elle, ici. La situation pourrait se résumer à nouveau sur le diagramme de phase du système mentionné CBR4, C2, Cl6. Il est indiqué schématiquement ici. Vous avez à haute température, et on est parti d'une composition eutectique, vous avez du liquide qui était ici. Et puis, lorsque vous passez la température eutectique, eh bien, il faut d'abord former une des phases, par exemple la phase alpha, puis la phase bêta va se former souvent à l'aide d'ailleurs de la phase alpha, aidée par la phase alpha. Puis ensuite, on va avoir cette croissance qui est couplée, qui va se passer en dessous de la température eutectique. Et vous voyez que le front, ici j'ai coloré les phases avec alpha ici en bleu, qui va être cette phase ici représentée sur le diagramme de phase, et puis la phase grisée, donc alpha et bêta, qui est représentée par la phase grisée ici. Alors, en fait, on est en dessous de la température eutectique, donc il faut faire abstraction. On ne va pas regarder ce qui se passe entre alpha et bêta dans le solide, on va juste regarder la solidification d'alpha. Et bien, comme on est en dessous, la composition du liquide juste devant la phase alpha, on doit continuer le liquidus, ce qu'on appellera la partie métastable du diagramme de phase, comme s'il n'y avait pas eu la phase bêta. On est descendu le long du liquidus. Voici la composition du liquide qui va former le solide derrière, qui est ici, et que vous avez ici représenté là. De la même manière, la phase grisée et bêta, son liquidus est là. Donc en dessous, voici sa composition en rouge foncé, vous l'avez là, qui va faire la phase bêta qui est en noir avec cette composition. Qu'est-ce que vous observez? C'est que vous observez que alpha, si ici c'est en fait l'élément B, puisque je suis ici alpha, ça serait l'élément A quasiment pur presque, et puis là la phase bêta c'est l'élément B quasiment pur, avec un tout petit peu peut-être de A. Eh bien, vous constatez que alpha a une composition plus élevée que bêta, et donc vous allez avoir diffusion dans le liquide. C'est ce qui est indiqué dans la diapositive suivante. Vous allez avoir de la diffusion. Le alpha va rejeter l'élément B vers ses voisins, ses lamelles voisines, bêta, et bien sûr bêta, qui n'aime pas trop l'élément A, va rejeter l'élément A pour le mettre vers la phase alpha. C'est le principe de la croissance couplée. Avant d'aborder maintenant les transformations de phase des matériaux, que ce soit métaux, polymères, céramiques, il faut encore que je dise 2 mots sur l'approche
dite TTT. Souvent, on va pas regarder les détails de la germination ni les détails de la croissance, c'est tellement complexe dans la plupart des situations qu'on va prendre une approche assez empirique qui est cette approche TTT qui est l'abréviation TTT de température, temps, transformation. On l'appelle aussi approche KJMA pour les noms des Russes, Américains et Français, Kolmogorov, Johnson, Mail, Avrami. Souvent, les Français vont dire « Ah, je vais prendre des relations d'Avrami ». Cette approche TTT, température, temps, transformation, englobe dans son ensemble les phénomènes de germination et de croissance. Regardons cela. Cette approche KJMA consiste à prendre une phase, on avait vu ça tout au début, vous la mettez par exemple dans un domaine monophasé tel que la solution solide ici d'aluminium, et puis tout d'un coup vous descendez et vous vous mettez à une température ici où vous devriez former la nouvelle phase Al2Cu. Et puis vous allez dire, ben voilà, je vais regarder quelle quantité de cette phase Al2Cu se forme. Alors, schématiquement, voilà la situation. Si vous placez d'un coup à une température de l'ordre de 180 degrés, par exemple pour AlCu, eh bien, dans la matrice d'aluminium, vous voyez apparaître les premiers germes, peut-être très très petits, aidés souvent par des défauts dans le solide, d'Al2Cu qui vont se former, c'est la phase rose, dans une matrice solide d'aluminium. Puis, un temps un tout petit peu plus tard, les 4 premiers germes que j'ai montrés schématiquement ici ont grossi, vous voyez qu'ils sont plus gros là sur cette nouvelle figure, et puis il y en a des nouveaux qui apparaissent, 4, 5, 6, évidemment c'est très schématique, et puis ainsi de suite, vous attendez au temps T3, il y en a les précédents ont grossi encore, il y en a des nouveaux qui apparaissent. Donc ça englobe cette approche, la germination et la croissance de ces phases. En l'occurrence ici de la phase Al2Cu dans la matrice d'aluminium solide. Alors, une illustration de ceci peut être très bien faite puisqu'on est en Suisse dans un pays de chocolat. Je vous ai montré ici des résultats d'une thèse qui a été faite à l'EPFL de M. Philippe Rousset, qui a observé la cristallisation d'un des composants du beurre de cacao, ce qu'on appelle le POP, ce n'est pas le Parti ouvrier populaire, je le précise, c'est pour dire que vous avez ici une chaîne d'un acide gras palmitique. Donc vous avez, vous voyez, c'est presque comme une espèce de polymère, de mini-polymère. Vous avez le carbone avec les hydrogènes en gris clair. Vous avez ici une autre chaîne d'un acide gras palmitique, l'huile de palme. Et puis ici, un acide gras oléique avec un O qui sont greffés ici sur une molécule de glycérol. Tout ceci fait environ 40 angstroms, 4 nanomètres de long. Et donc quand vous partez d'un liquide, il va cristalliser autour de la température ambiante, autour de 30 degrés par là autour. Eh bien, si vous regardez, vous avez mis ce POP à l'état liquide, et en le mettant entre deux polariseurs croisés, eh bien, le liquide apparaît noir ici. Et vous, à partir de l'état liquide, vous le descendez rapidement à une température où vous devez avoir la cristallisation qui opère. Eh bien, vous voyez qu'après 5 secondes, vous commencez à voir les premiers germes blancs cristallins qui apparaissent. Le chocolat est cristallin, je le précise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils apparaissent sous forme de sphérolytes, de petites croix qui en fait reproduisent l'axe des polariseurs croisés qu'on a utilisés. C'est de l'optique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le solide qui est biréfringent permet à la lumière de passer à travers les polariseurs croisés. Donc après 35 secondes, vous voyez que vous en avez beaucoup plus, ils ont grossi, puis après 65 secondes et après une centaine de secondes, le tout a grossi. La croissance est relativement lente parce qu'on est dans un matériau qui est beaucoup plus compliqué qu'un métal, qui est composé de chaînes d'une quarantaine d'angstroms de long et qui doivent s'organiser, se structurer, se tourner et s'orienter pour se mettre sur le solide. Alors, revenons à notre approche TTT. L'approche TTT
consiste à dire, ben voilà, je suis parti par exemple d'une phase alpha, ça pourrait être le liquide, et puis je me mets tout d'un coup dans l'état où je devrais cristalliser si la cristallisation est lente. Pour les transformations à l'état solide dans les métaux, on part d'une phase alpha qu'on a homogénéisée pour n'avoir plus qu'une seule phase, et puis on va descendre en dessous de ce qu'on appelle le solvus, où il devrait y avoir la phase bêta qui apparaît. On sait qu'elle ne va pas se faire à la température d'équilibre, TE, qui est donnée par ce point ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la germination qui doit démarrer. Il faut une certaine surfusion, sursaturation. Et si je me mets une température, par exemple, T1 ou T2, puis que j'attends, je regarde, ben voilà ce que l'on pourrait peut-être observer. Si je me mets ici sur l'axe horizontal le logarithme du temps, que vous aviez vu sur les micrographies tout à l'heure pour le POP, et puis que je reproduis sur l'axe vertical la fraction de phase nouvelle bêta qui apparaît, donc finalement le volume occupé par bêta par rapport au volume total, c'est la fraction de bêta, et que je le normalise par la fraction d'équilibre que j'ai appelée ici f bêta infini, c'est pour dire la fraction de bêta qui se formerait si j'attends un temps infini. À un temps infini, que devez-vous avoir? J'espère que vous allez vous rappeler de votre précédent cours sur les diagrammes de phase. À l'équilibre, c'est-à-dire après des temps très longs, on devrait avoir la loi des leviers, c'est-à-dire que la fraction de bêta sera donnée par ce petit segment divisé par toute la ligne qui va jusqu'à la composition de bêta qui est hors de l'axe. Ce que vous constatez, c'est qu'en ayant ceci, si vous attendez les temps suffisamment longs, vous devriez avoir la fraction d'équilibre, donc cette fraction normalisée de bêta, ça vaudra 1. Et puis ici, vous commencez à 0. Donc pour une température T1 en bleu, vous êtes en grande surfusion. Bien sûr qu'on sent bien que tout doit aller relativement vite. Et c'est donc cette courbe qui est une espèce de sigmoïde qui démarre et puis qui va tendre vers 1 après un certain temps. Si vous mettez une température un peu plus élevée, la réaction est plus lente, vous démarrez et vous finissez. Alors, le début de la transformation, c'est que vous augmentez le nombre de grains, de germes, et puis bien sûr leur volume. Puis pourquoi tout d'un coup la pente diminue? Eh bien, c'est parce que vous approchez de l'équilibre, ça avance plus beaucoup, ou alors, si la transformation est complète, c'est que les grains de bêta, par exemple pour la solidification du POP que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien les grains de bêta commencent à se chevaucher les uns les autres et donc il y a moins de surface solide-liquide à disposition. Là, on est toujours en train de regarder, et ça se mesure expérimentalement, ça peut se mesurer ou bien optiquement, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les micrographies, ou bien par ce qu'on appelle dilatométrie, si la phase bêta n'a pas tout à fait le même volume que la phase alpha, en mesurant le changement de volume, vous avez la fraction, vous pouvez remonter à la fraction de bêta. On peut mesurer ça aussi par d'autres moyens, la conductibilité électrique par exemple, ou d'autres mesures physiques. Alors, cette fraction, on va la modéliser, fraction normalisée, divisée par la fraction à l'équilibre, on la normalise par une fonction qui est de ce type-là, et c'est là, en fait, on a une loi de type Avrami ou KJMA, on aura 1 moins l'exponentielle de moins un coefficient B qui va dépendre de la température, fois le temps, ici, avec un exposant n qui dépend aussi de la température. Alors vous allez me dire, oui, mais d'où viennent ces coefficients B de t et n de t? Eh bien, il faudra les mesurer de manière isotherme, donc faire comme on l'a fait pour le composant du cacao, du beurre de cacao. Donc, essayez, vous aussi, mettez cette loi dans Excel et vous verrez que ça vous donne des courbes qui vont effectivement varier de 0 à 1. Si le temps est nul, l'exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, ça part bien de 0. Et puis si le temps est infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0, ça vaudra 1. Alors les diagrammes TTT, une fois que vous avez fait ça, ils se construisent de la manière suivante. Je reprends toujours ma température T1 et l'évolution de la fraction normalisée de bêta. Donc ça part de 0, ça va vers 1. T2 va aussi de 0, va vers 1. Et puis ce que je regarde, c'est que maintenant, sur le diagramme supérieur, j'ai reporté aussi sur l'axe horizontal le logarithme du temps
et sur l'axe vertical, cette fois la température. La température d'équilibre est ici, donc donnée par le diagramme de phase, le solvus ou le liquidus, c'est égal, ou le point de fusion, c'est encore pur. Eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ces courbes sigmoïdales données par 1 moins l'exponentielle de quelque chose, comme c'est très dur à voir le début, je vais prendre 1% du début. Et puis comme c'est très dur aussi de voir quand c'est vraiment la fin, je vais prendre 99%, 99% pour parler français, de la fin. Et à cette température T1 en bleu, je reporte le point comme début de la transformation TS pour la température T1, et puis la fin de la transformation TF de T1. Puis si vous mettez une autre température, eh bien T2, vous allez avoir le début qui est plus, bien sûr, retardé, et la fin qui est aussi retardée. Et si maintenant, vous faites ça pour un ensemble de températures, vous allez avoir des courbes qui ressemblent furieusement à la courbe de germination uniquement que je vous ai montré tout à l'heure, mais au sens inverse, c'est-à-dire au lieu d'avoir le logarithme du taux de germination, j'ai le logarithme du temps, c'est-à-dire combien de temps il faut attendre pour voir un certain nombre de germes. Eh bien, cette courbe, qui était une courbe en D tout à l'heure, ça devient une courbe en C. C'est-à-dire que si vous êtes proche de la température d'équilibre, il faut attendre des temps très 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 longs pour que la transformation se fasse, parce que la surfusion n'est pas très grande, delta T. Quand vous augmentez delta T, vous avez un taux de germination, une croissance qui vont de plus en plus rapidement, donc la transformation va se faire pour des temps de plus en plus courts. Puis si vous allez trop bas en température, ou bien vous aurez une autre transformation, d'ailleurs ça n'est pas exclu, ou bien simplement la diffusion ne va plus se faire parce que les éléments n'ont plus assez. Ils ont une forte surfusion pour transformer, mais ils n'arrivent presque plus à se bouger. Avec ces notions, on peut maintenant aborder quelques cas de transformation dans les métaux, puis nous verrons les céramiques, et pour terminer, les polymères. Regardons tout d'abord ce qu'il en est des métaux. Bien, pour voir ces différentes situations que l'on peut rencontrer pour les métaux, eh bien, avec les notions que je vous ai données tout à l'heure, on va regarder tout d'abord ce qui se passe dans des alliages dits de moulage, c'est-à-dire où on verse un alliage d'aluminium, de fonte de fer, de magnésium, de titane, de nickel. On le verse à partir d'état liquide dans un moule et on regarde la structure que l'on obtient. J'ai pris comme exemple des alliages de type aluminium-silicium qui est représenté ici, donc beaucoup d'aluminium et un petit peu de silicium dedans, typiquement quelques pourcents. Et puis ici, vous avez la composition de cet alliage, environ 7%, 0,07 de silicium, il y a aussi un peu de magnésium, on va prendre juste le diagramme binaire. Eh bien, si vous partez de l'état liquide, pas aussi haut, mais si vous partez de l'état liquide et que vous versez dans un moule, qu'allez-vous déduire? On n'est ni eutectique ni avec une seule phase, parce qu'on a d'abord cet intervalle de solidification qui va nous faire quoi? Qui va nous faire des dendrites, comme on l'a vu tout à l'heure, comme des flocons de neige, des flocons d'aluminium, l'aluminium étant la région monophasique ici. Ces dendrites d'aluminium, vous les repérez ici, elles sont là. Voilà, elles sont en coupe bien sûr, on ne les voit plus en 3 dimensions, donc des fois elles n'ont pas rattaché à un tronc, mais enfin elles sont là. Hein. Donc ça c'est de l'aluminium avec un tout petit peu de silicium à l'intérieur. Et puis évidemment, avant d'atteindre la fin de solidification qu'aurait dû être sur le solidus étendu de la phase aluminium, vous avez rencontré l'eutectique, c'est-à-dire que vous avez enrichi le liquide qui était au départ à cette composition, vous avez enrichi pour aller à cette composition, et lorsque le liquide restant est bras de dendrite à cette composition, qu'est-ce qu'il va former? Un eutectique, c'est-à-dire de l'aluminium de ce côté, et puis le silicium qui est à 1, parce qu'il n'accepte pas l'aluminium, qui n'est pas sur cette partie. Et donc, la région eutectique, et non pas une phase, souvent les gens vont dire ah, c'est une phase eutectique. Non, c'est une morphologie. Cette morphologie, elle se situe entre les bras de dendrite. Donc là, j'avais mis dendrite. Elle se situe là. Vous voyez, ou vous ne voyez pas, je ne sais pas sur votre écran, mais vous allez voir qu'ici, c'est une constellation de petits points noirs
qui est le silicium, et puis il y a quand même des zones blanches qui sont l'aluminium. Donc on a une zone composée eutectique d'aluminium et de silicium. C'est la croissance eutectique qu'on a vue tout à l'heure pour le CbR4C2Cl6. Donc vous avez les deux situations qui se rencontrent et vous avez un composite naturel composé d'aluminium relativement mou et ductile, puis vous avez du silicium qui se forme sous forme de très petits précipités de l'ordre du micron. Il n'y a pas l'échelle malheureusement sur cette image, grave erreur. Ça c'est environ une quarantaine, une cinquantaine de microns. Et puis le silicium qui est là-dedans, il fait quelques microns. Et donc le silicium est plutôt résistant, mais malheureusement fragile. Et donc l'ensemble fait un composite naturel qui sont le principe des alliages de moulage. Un autre exemple, qui est aussi très connu, c'est la formation des fontes dans les alliages fer-carbone. C'est les premiers alliages de fer faits par l'humanité il y a quelques 2000 ans ou un peu plus même. Eh bien, vous prenez du fer il va y avoir un peu de carbone dedans parce qu'on a essayé de réduire l'oxyde de fer avec du charbon de bois essentiellement, du coke actuellement, qui contient du carbone, et le carbone va transférer l'oxygène de l'oxyde de fer sur du CO2, et vous vous retrouvez avec du liquide qui contient du fer plus un peu de carbone de l'ordre de quelques 4% massique en poids. Et si vous solidifiez cet alliage, lentement, vous allez avoir ce que l'on appelle de la fonte grise. C'est-à-dire que c'est un alliage eutectique qui, juste à cette température, va être constitué d'une matrice, mais d'une assez grande proportion de phase gamma, qui est la phase cubique à face centrée du fer, avec des lamelles de graphite, de carbone, qui sont donc ces petites lamelles que vous voyez. Alors, cette fonte grise, son nom, évidemment, le carbone étant noir, il donne un aspect gris à la fonte, c'est encore très utilisé pour, par exemple, faire des bâtis de machines-outils. Pourquoi? Parce que ça amortit beaucoup les vibrations, parce que les modules élastiques du graphite et du fer sont très différents. À noter que si vous refroidissez un tout petit peu trop vite cet alliage, vous allez attraper un eutectique métastable qui est juste 5-6 degrés là en dessous. C'est que la ligne est plus... Normalement, vous ne devrez pas l'attraper, mais comme il y a tous ces départs de l'équilibre, qui est un équilibre entre ici gamma Fe plus des carbures de fer Fe3C, qu'est-ce qu'on appelle la cémentite. Et ça donne ce qu'on appelle des fontes blanches, qui, elles, ont bien sûr d'autres propriétés. À noter que les aciers, eux, sont faits dans une toute autre gamme, qui est représentée ici. Les aciers au bas carbone, eh bien, ils se situent dans cette gamme de composition où il va y avoir, lors de la solidification, la compétition entre la ferrite delta, qui est cubique centrée, puis l'austénite gamma, qui est cubique face centrée. Ça peut faire ou bien des dendrites de delta ou bien des dendrites de gamma dans une première étape. En principe, après, vous devriez être en austénite. Et puis, quand on va faire des transformations, des traitements thermiques sur les aciers à l'état solide, eh bien, on va réausténitiser, par exemple, l'austénite. Et puis là, vous allez faire toutes les transformations de type TTT que l'on a vues, qui vont former du Fe3C sous forme de blocs ou sous forme de très fines pointes qu'on appelle des Wittmann-Steffen qui vont se faire, etc. Tout ceci va s'approcher par des diagrammes TTT qu'on n'a pas le temps de détailler ici. Et voilà par exemple un diagramme TTT pour un acier fer-carbone qu'on appelle ferrito-perlitique parce qu'il avait de la ferrite au départ et de la perlite. Il va former de la ferrite et de la perlite. La perlite étant l'eutectoïde, ferrite, cémentite Fe3C. Eh bien, ici, vous allez avoir la température en trétillé, ce qu'on avait appelé la température d'équilibre, où il ne devrait y avoir que de l'austénite. On austénitise l'acier à 1000 degrés, bien au-dessus, on est sûr d'avoir que de l'austénite, puis tout d'un coup, on se met par exemple à cette température, et vous avez ici le début de la transformation et la fin de la transformation, mesurée par dilatométrie sans distinction des phases. C'était fait
dans la thèse à l'EPFL du docteur Alain Jacot. Par diamétrique, vous ne distinguez pas les phases, puis par contre, il y avait des mesures précédentes de la littérature, vous voyez, 1977 d'après Boyer. Lui, il a distingué l'austénite, puis la formation de ferrite, puis après, un peu plus tard, la formation de ferrite plus Fe3C. Je n'ai pas le temps de parler de la martensite qui est là, mais vous avez ces courbes qui sont des diagrammes TTT, puis bien sûr, il peut y avoir des désaccords entre les différents auteurs. Ce que j'aimerais encore dire dans ce diagramme TTT, c'est que c'est valable si vous faites une transformation isotherme, c'est-à-dire vous vous placez ici et vous attendez, ou bien vous vous placez là et vous attendez. Si par contre, vous partez de l'état austénitique là en haut, et que vous refroidissez très brusquement l'alliage, avec un peu de chance, vous allez faire ceci, vous allez descendre en évitant le nez de la transformation TTT indiquée ici. Vous n'allez donc ni faire de la ferrite, ni faire de la perlite. Vous vous retrouvez ici avec de l'austénite sursaturée en carbone, qui va se transformer en une phase extrêmement dure, qui est de la martensite. Et pour certains alliages, si vous faites la même chose à partir de l'état liquide, puis que vous évitez le nez de cristallisation, de formation de germes et de la croissance de ces germes, eh bien vous aurez une phase amorphe, c'est-à-dire le liquide était piégé, vous étiez plus vite que le diagramme TTT. La plupart des métaux, après leur étape de solidification, où on peut obtenir des dendrites de l'eutectique, et bien souvent on va leur faire un traitement thermique pour avoir des précipités beaucoup plus fins et beaucoup plus dispersés, pour avoir des propriétés mécaniques nettement meilleures. Pour autant qu'on puisse bien sûr le faire après. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on fait une première solidification, donc tel qu'indiqué ici, vous partez, vous avez peut-être pris la phase liquide, vous l'avez solidifiée, vous avez des dendrites avec quelque chose de très grossier, avec un eutectique relativement grossier. Quand on parle plus que les microns, c'est déjà grossier. Ce que vous allez faire, c'est qu'après avoir solidifié, vous allez remonter en température pour dire ce qu'on appelle faire une remise en solution. Vous allez remonter dans cette région du diagramme de phase où vous avez l'eutectique qui s'était éventuellement formé, où vous allez le redissoudre. Vous allez réavoir une phase alpha normale avec l'élément de soluté en solution solide. C'est ce qu'on appelle de l'homogénéisation. Puis, vous allez faire une précipitation, vraiment comme un diagramme TTT, où vous allez attendre que les particules qui se précipitent dans la phase alpha, qui sont indiquées par ces petites particules rouges de phase bêta, eh bien, elles apparaissent. Elles vont apparaître d'abord préférentiellement aux joints de grains, ici, qui sont ici, joints de grains entre deux grains de alpha. Et puis, il y a des précipités plus fins qui vont apparaître dans la matrice. Alors, toute cette opération va faire souvent apparaître aussi ce qu'on appelle des phases métastables, parce qu'on est dans un solide, il y a des contraintes, il y a des questions de savoir comment vous pouvez faire un solide dans un solide que l'on ne va pas aborder ici. Mais c'est le principe qu'on avait vu en plasticité. Pour augmenter la limite élastique des matériaux, on essaye d'avoir un des traitements, c'est à part l'écrouissage qui fait des dislocations, c'est de faire des précipités qui vont empêcher les dislocations de se déplacer. On peut bien sûr, dans la plupart des métaux, jouer aussi en même temps sur des traitements thermiques, mais en même temps sur des très forts écrouissages, en déformant la matière à chaud, à froid. Et ici, vous allez avoir, par exemple, le laminage d'aluminium, ou d'acier. Vous allez avoir une structure avec des grains initiaux, par exemple d'une phase alpha, mettons qu'elle soit homogène. Vous allez la faire passer avec un taux de réduction, peut-être pas aussi marqué que sur cette diapositive, pour déformer à chaud, d'abord dans une première étape, cette structure. Derrière, qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Donc ça, c'était la structure de départ. Vous allez avoir des grains déformés, allongés, aplatis, leur nombre sera certainement multiplié. Puis, vous allez avoir ce que l'on appelle un phénomène de restauration, c'est-à-dire que vous aviez tellement de dislocations qui étaient réparties dans ce matériau, tellement vous avez déformé plastiquement le matériau,
que les dislocations vont se réarranger, se restructurer pour faire ce qu'on appelle des sous-joints de grains, c'est-à-dire c'est bien le premier grain qui était là, mais les dislocations vont se regrouper pour faire des désorientations beaucoup plus faibles qu'entre deux grains. Donc là, vous avez ici un grain initial, mettons grain 1, puis ici un grain 2. À l'intérieur de ce grain, vous allez avoir des sous-joints de grains, des désorientations relativement faibles. Et puis à un certain moment, la matière décide de diminuer toute son énergie de déformation en recristallisant, c'est-à-dire en effaçant un peu l'ancienne structure, en reformant un nouveau grain de alpha qui va effacer progressivement. Remarquez qu'ici on est à l'échelle du micron, avant on était plutôt à l'échelle d'une dizaine ou centaine de microns, qui va se former vraiment avec une nouvelle orientation, croître et remplacer l'ancienne structure pour aboutir finalement à une structure dite recristallisée. Donc vous voyez que c'est effectivement très complexe ce qui peut se passer en métallurgie. Bien, les transformations de phase dans les métaux pourraient faire l'objet facilement de 1 voire 2 MOOC. Voyons maintenant un tout petit peu ce qui se passe aussi quand même avec les céramiques, puisque c'est quand même un matériau que l'on utilise fréquemment dans la pratique, de même qu'après tout à l'heure avec les polymères. Alors en fait, les céramiques vont faire appel à des notions très similaires pour leur élaboration. Souvent, ou bien vous allez prendre des céramiques qui viennent directement de la nature, si vous prenez par exemple de l'argile, si vous prenez du calcaire, vous allez peut-être faire différents du béton, vous allez transformer ces matériaux extraits de la nature. Si maintenant vous voulez faire des matériaux céramiques, disons, selon votre synthétique, selon votre goût, je vais dire, eh bien vous allez partir souvent, par exemple, de solutions aqueuses pour précipiter des phases céramiques et à obtenir ainsi une poudre très fine, de l'ordre d'une dizaine, vingtaine de microns, d'un matériau donné, par exemple de l'alumine, Al2O3. Et à partir de cette poudre très fine, comme après le point de fusion de ce matériau est très élevé, comment est-ce que vous allez le mettre en forme pour, par exemple, faire un couteau céramique ou bien un tube céramique que vous voulez utiliser, par exemple, dans un four à très haute température? Eh bien, on va utiliser une technique décrite dans la diapositive suivante. Donc, avec la poudre qu'on a élaborée par de la germination et de la croissance, par exemple, dans une phase, eh bien, vous allez prendre cette poudre et vous allez remplir un moule qui a la forme négative de la pièce que vous aimeriez avoir. Et là, donc, vous avez des grains de poudre qui peuvent être une dizaine, une vingtaine de microns. Donc, c'est la poudre à l'état initial. Par exemple, une des céramiques très utilisées, l'alumine Al2O3. Là, la densité apparente n'est encore, ou la masse spécifique apparente n'est pas encore très élevée, puisque vous avez plein de vide, tout le blanc qui est entre les grains de poudre. Donc, vous allez d'abord presser, éventuellement presser à chaud, pour compacter ces grains qui vont se déformer et essayer de remplir l'espace pour de nouveau minimiser quoi? Minimiser l'énergie de surface. Et donc il va y avoir de la diffusion des zones qui sont relativement rectilignes vers les zones qui sont en contact avec un pore, un trou, parce qu'ici vous allez être courbé et l'énergie de surface va de nouveau être un peu le moteur de cette diffusion pour faire venir la matière et arriver à des densités assez élevées, de l'ordre approchant la densité théorique de l'alumine. Et donc, à la fin, vous allez encore peut-être friter à chaud pour augmenter cette diffusion et diminuer encore la porosité à peut-être quelques pourcents. Mais c'est souvent pour cette raison que les céramiques ainsi fritées, elles ont beaucoup plus de défauts qu'un métal qui a été, par exemple, laminé, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et donc, ces petites porosités vont faire que la céramique, elle a effectivement une grande résistance mécanique, mais qu'elle est très sensible à la fissuration et qu'elle va avoir une ténacité relativement faible parce qu'elle va malheureusement pas s'opposer à la propagation de ces défauts internes puisque sa limite élastique est très élevée.
Ici, j'ai reproduit des résultats du Dr Paul Bowen aussi de l'EPFL, où il a frité différentes pastilles d'alumine qui montrent ainsi que si les grains sont grossiers, comme ici, si vous prenez un monocristal d'alumine qui est du corindon, il est transparent optiquement, mais quand vous prenez une poudre grossière fritée, il y a plein de joints de grains qui subsistent, c'est donc toujours un échantillon polycristallin, et chaque joint de grain a tendance à diffuser la lumière, ce qui fait que ce matériau est, je dirais, translucide. Mais au fur et à mesure que vous diminuez la taille des grains, et donc ici des grains qui commencent à être tellement fins qu'ils deviennent plus fins que la longueur d'onde de la lumière, vous commencez à réobtenir une certaine transparence de cette poudre qui est toujours polycristalline d'alumine, mais qui, cette fois, est relativement optique. Bien sûr, ça n'a pas la qualité d'un verre optique, mais qu'elle permet de voir à travers. Ça me permet, la transparence optique, d'introduire les verres. Ici, vous avez la photo d'un maître verrier qui façonne un verre avant de faire une opération, ce qu'on appelle de fasoletto, pour faire une forme évasée oscillante du bord du verre. Bien, le verre, en abaissant le point de fusion de la silice, SiO2 dans ce cas-là, par des adjonctions d'oxyde de sodium, de potassium, de calcium, on peut avoir des liaisons pendantes et on peut faire que le matériau va avoir de la peine à cristalliser, c'est le mot, dans une phase du quartz pour SiO2, et donc elle va rester sous forme amorphe. On va piéger l'état du liquide à température ambiante, et c'est bien sûr tout le travail merveilleux que font les maîtres verriers, ou bien comme ici, de faire de l'art, ou bien en moule pour faire des verres, des bouteilles, que sais-je. Donc, dans les verres, on va essayer, bien sûr, d'éviter le nez aussi d'une cristallisation, si elle pouvait se faire. Ici, bien sûr, modification faite aussi avec les liaisons chimiques, comme on l'avait vu dans le cours de structure des matériaux. Les polymères sont, on l'avait vu, des longues chaînes moléculaires très complexes, et donc, bien sûr, leurs transformations de phase sont, bien sûr, par nature aussi très complexes. La règle de base est de se dire, c'est que si plus la chaîne est compliquée, plus elle aura de la peine à s'organiser selon un cristal, et donc elle va être amorphe. Ça, c'est juste l'élément de base. On ne va pas tellement parler des phénomènes de réticulation pour les élastomères. On ne va pas tellement parler non plus des thermodurcis, puisqu'on va en même temps faire un polymère qui va faire plein de pontage entre les molécules. On va juste parler des transformations dans les thermoplastiques qui peuvent effectivement notamment se mouler un peu comme des métaux. Le principe est expliqué ici, et là j'ai repris aussi une figure du livre de Mike Ashby et ses co-auteurs. Bien, le principe est de prendre des granulés de polymères qui ont été élaborés par les chimistes à partir souvent du pétrole. On va mettre ces granulés dans une vis d'Archimède qui va cisailler et en même temps chauffer ce polymère, et il va devenir liquide. C'est-à-dire que ces grandes chaînes moléculaires, bien sûr qu'elles restent liées, on ne rompt pas les chaînes, mais elles ont une assez grande, relativement grande mobilité les unes par rapport aux autres. Ce qui va permettre de pousser le polymère dans un moule, permettre de produire une pièce, on démoule, et ainsi, après solidification, on va obtenir des pièces que vous connaissez, par exemple, telles que celle-ci, des pièces moulées dans un polymère qui s'appelle l'ABS. Voilà un peu le schéma. Alors, en général, la plupart des polymères sont suffisamment complexes dans leur structure pour que, là, vous voyez qu'on va retrouver une courbe un tout petit peu comme l'enthalpie, mais ce n'est pas l'enthalpie, c'est le volume spécifique, mètre cube occupé par kilogramme de matière. Le liquide a bien sûr un volume plus grand par kilogramme. Pourquoi ? Parce que les atomes et les molécules ont un certain état vibratoire et occupent plus d'espace, ils sont désordonnés. Et normalement, si vous pouviez cristalliser, eh bien,
vous allez diminuer un peu l'agitation thermique des atomes et des molécules, puis à la température de fusion, vraiment organiser, c'est une transformation désordre en ordre, vous allez ranger vos molécules les unes à côté des autres, et vous obtiendrez un cristal, et là, de nouveau, vous avez aussi une diminution de l'état vibratoire, ce qui fait que le volume spécifique diminue. Alors, de nouveau, pour les polymères, encore plus que pour des céramiques, il est très difficile de faire des germes cristallins qui vont occuper tout l'espace. Ils vont peut-être être partiellement cristallins, mais souvent, ça sera plus possible d'arranger les chaînes. Donc, il y aura des états partiellement amorphes, partiellement cristallins. Et ce qui va se passer si je prends un polymère amorphe, tel que par exemple le PMMA qu'on utilise pour les propriétés optiques, justement parce qu'il est amorphe notamment, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va descendre en dessous de la température de fusion, un peu comme l'acétate de sodium qu'on a vu en salle d'expérience. Il n'a toujours pas cristallisé. Puis avant qu'il puisse cristalliser, eh bien, les molécules n'ont plus assez de mobilité, elles vont gentiment se figer. Et puis après, il va y avoir ce qu'on appelle une transition vitreuse, c'est-à-dire que tout d'un coup, la diminution de volume spécifique va changer de pente, et c'est ce qui est défini comme la température de transition vitreuse. Pour les polymères, bien sûr, vous connaissez tous les bouteilles en PET, par exemple. Eh bien, on utilise aussi un peu ces propriétés des thermoplastiques. On va mettre dans un moule, un peu comme pour faire du verre d'ailleurs, on va mettre une préforme. On va injecter du gaz chaud sous pression qui va adopter la forme du moule. Les molécules vont être étirées dans les endroits qui sont vraiment soumis à une traction, et puis elles vont être un peu désordonnées dans les endroits où il y a un petit peu moins de directionnalité de la traction. Et ceci va permettre d'obtenir souvent, bien sûr, des objets, des bouteilles qui seront amorphes. Voilà, ce chapitre transformation de phase est extrêmement vaste parce qu'il fait appel au diagramme de phase, à des phénomènes physiques complexes de germination, de vaincre l'énergie de surface pour finalement après faire de la croissance. Nous n'allons faire qu'effleurer, mais ce que j'essaie de vous montrer à travers ces différents exemples, c'est que d'abord, à travers une théorie relativement générale sur la germination-croissance, eh bien, pour faire une nouvelle phase, il faut en général s'écarter un peu de l'équilibre. Plus la molécule sera complexe, plus il faudrait s'écarter de l'équilibre. Et tout ceci va être fonction de nombreux paramètres. La composition, bien sûr, du matériau. Est-ce que c'est un corps pur ou est-ce que c'est un alliage? Est-ce qu'il est très allié, peu allié? Ça va dépendre, est-ce qu'on refroidit brusquement ou lentement? On peut bien sentir que si on refroidit très lentement, on sera proche de l'équilibre, alors que si on refroidit très rapidement, les molécules ou les atomes n'ont pas le temps de s'arranger, on risque peut-être d'avoir un état amorphe. Et puis, on peut aussi bien sûr faire évoluer les contraintes mécaniques, par exemple les chocolatiers, pour reprendre l'exemple du chocolat, artisanaux, ils versent la masse de chocolat sur une surface en marbre, il va faire plein de cristaux, ils vont redistribuer ces cristaux dans la masse en cisaillant sans arrêt le mélange, et puis après ils vont faire ce qu'on appelle un tempérage, ils vont reprendre cette masse partiellement cristallisée, ils vont la réchauffer avec la masse de chocolat qui est restée, pour transformer les phases métastables en phases stables, pour que le chocolat fonde dans la bouche et non pas dans la main. Donc, pour des industries, même comme le chocolat, ça dépend aussi des contraintes et du cisaillement du liquide qu'on applique. Et pour les métaux, bien sûr, de l'état, par exemple, de laminage qu'on va appliquer à l'état solide. De ces procédés d'élaboration et de la composition va dépendre la microstructure, de cette microstructure va dépendre les propriétés. Et on en arrive à cette notion très importante dans les matériaux, représentée par la dia suivante. C'est ce que l'on appelle le fameux triangle, voire souvent aussi des tétraèdres des matériaux. Vous avez, or souvent les gens vont présenter juste le triangle qui est ici, en disant que on va prendre des procédés pour un matériau avec une composition donnée. Par ce procédé sur la composition donnée, je vais faire une certaine microstructure qui va donner des propriétés différentes. On l'a vu par exemple, ne serait-ce que pour l'alumine avec les propriétés optiques, mais bien sûr aussi les propriétés mécaniques. Et puis ces matériaux vont être après utilisés dans des dispositifs réels pour avoir une certaine fonction, et donc on va bien sûr s'occuper
sa propriété, c'est une propriété intrinsèque, mais c'est après comment est-ce qu'il va performer dans l'application que l'on a visée. Pour être un peu plus spécifique au cours que nous venons de voir, eh bien, l'apparition d'une nouvelle phase donc, requiert de vaincre l'énergie de surface ou de l'énergie d'interface. C'est l'étape de ce qu'on appelle la germination. Souvent, elle va se faire aider par un cours étranger, c'est ce qu'on appellera la germination hétérogène. La croissance de la nouvelle phase va nécessiter aussi d'avoir une force motrice, donc une surfusion, ou une sursaturation, donc un départ de la température d'équilibre. Si la germination n'a pas le temps de se faire, parce qu'on a évité le nez, par exemple, de ces diagrammes TTT, eh bien, on va garder la phase mère, la phase de laquelle on vient, dans un état métastable. C'est le cas notamment des verres métalliques ou verres de silice, ou bien sûr verres amorphes de polymère. Plus la structure atomique est complexe, comme on l'a dit, et j'irai un peu dans l'ordre, si on commence par les métaux, ils ont une structure en fait relativement simple par rapport aux liaisons ioniques des céramiques, et après les polymères avec ces longues chaînes polymériques, eh bien en général, plus lente sera la cinétique de germination et de croissance, et donc plus facilement vous obtiendrez des états métastables, éventuellement des états amorphes. L'approche TTT, température, temps, transformation, permet, elle est très générale, elle était d'ailleurs appliquée aussi aux polymères, elle peut être appliquée aux céramiques, elle permet au fond d'englober via des mesures, d'avoir quand même une démarche pour essayer de prédire comment la transformation de phase va se faire sans avoir des études détaillées séparées de la germination, de la croissance. Voilà, ce chapitre fait après les diagrammes de phase, donc sur les transformations de phase, il vous a donné, il termine un premier survol des matériaux qu'on a vu au travers d'à peu près 11 cours qui vont être mis online. On a surtout axé le cours sur les propriétés plutôt structurelles, mécaniques des matériaux. Il y aurait bien sûr toute une ouverture à faire sur les propriétés fonctionnelles, que ce soit les propriétés magnétiques, électriques, optiques, magnéto-optique, etc. Je dirais qu'il n'est pas possible d'aborder tout en un seul cours. Moi, j'aimerais simplement vous remercier de l'avoir suivi.